Harlem, New York, année 1970. La ville respire le jazz. La violence et l'héroïne à parts égales. Au cœur de ce quartier, oublié par le rêve américain, un homme réussit l'impensable. Bâtir un empire de la drogue si vaste qu'il en vint à humilier les autorités fédérales. Son visage, élégant et défiant, apparut en couverture du New York Times Magazine. Lorsque ce numéro atterrit sur le bureau du président Jimmy Carter, la réaction fut immédiate. Si nous ne pouvons pas arrêter cet homme, c'est que quelque chose ne va pas dans notre système judiciaire. Cet homme était connu sous le nom de Mr. Untouchable, et son vrai nom était le roi Nicky Barnes. Le roi Barnes naquit le 15 octobre 1933 à Harlem, un quartier marqué par la pauvreté, la discrimination et les tensions raciales. Son enfance fut tout sauf innocente. Sa mère, une femme au foyer modeste, subissait les abus d'un père alcoolique et violent. Barnes se souviendrait plus tard que cet homme trouvait toujours de l'argent pour du whisky et des costumes chers. Mais jamais pour payer le loyer ou nourrir sa famille. Les coups étaient si fréquents que le jeune Leroy commença à chercher refuge dans la rue. À 9 ans, son destin était déjà brisé. Avec un ami, il travaillait comme cireur de chaussures lorsqu'un client ivre lui demanda ses services. À la fin, l'homme ouvrit son portefeuille rempli de billets. L'éclat de l'argent troubla le roi. Sans réfléchir, il arracha les billets des mains du client et s'enfuit. Mais sa liberté fut de courte durée. La police l'arrêta quelques rues plus loin. Cette arrestation serait la première d'une longue série et marquerait le début d'une carrière criminelle qui ferait de lui l'un des trafiquants de drogue les plus puissants des États-Unis. L'arrestation de cet enfant de 9 ans ne fut qu'un prélude. La rue, avec ses codes et sa brutalité, devint la véritable maison de Leroy Barnes. Un jour, en nettoyant la maison, il fit une découverte qui allait changer son destin à jamais. Un sac rempli de poudre blanche. Intrigué, il supposa que son père l'avait caché pour en tirer profit. Sans hésiter, Leroy en prit une petite quantité et la revendit dans la rue le même jour. L'argent facile était tentant. Et, curieusement, son père ne remarqua même pas la perte. Peu de temps après, Barnes eut son premier contact avec une arme à feu. Harlem, dans ses souvenirs, pouvait sembler un paradis, mais la réalité était bien différente. Les gangs de jeunes contrôlaient les rues, se disputaient les coins, et la violence faisait partie du quotidien. Le roi rejoignit l'un d'eux. Un après-midi, en rentrant chez lui, la violence domestique frappa à nouveau à sa porte. Son père, furieux, menaçait sa mère. Le roi, âgé d'à peine 12 ans, cria en exigeant qu'il la laisse tranquille. La réponse fut un poing levé en sa direction. Dans un acte de désespoir, le garçon leva le pistolet artisanal qu'il avait obtenu dans la rue et tira. Le coup fut faible, plus de bruit que de dégâts. La balle effleura à peine la veste de son père. Mais ce moment scella une décision. Barnes jura de se venger. Avec l'aide de ses camarades de gang, il localisa le travail de nuit de son père. Une nuit, ils le surprirent seul. Bien qu'au début ils aient prévu de le tuer, ils se contentèrent finalement de le menacer. Peu après, Barnes père disparut définitivement de la vie familiale. Mais le départ du père ne changea pas la trajectoire de Leroy. Au contraire, cela la renforça. Désormais, il était décidé à embrasser pleinement la voie criminelle. Avec un ami, et après avoir goûté à la cocaïne pour la première fois, ils conçurent un plan risqué. Voler un petit trafiquant du quartier. L'ami avait rendu visite au dealer la veille, feignant vouloir acheter de la drogue, et avait remarqué qu'il était seul et sans protection. Confiants, les deux adolescents se préparèrent pour le coup. Le plan était simple. Entrer, intimider, voler et repartir sans laisser de traces. Mais comme souvent dans la carrière criminelle des novices, l'exécution échoua. Lorsque le roi et son ami pénétrèrent dans l'appartement du trafiquant, l'adrénaline guidait chacun de leurs gestes. Arme au poing. Ils exigèrent l'argent et la marchandise, mais ils négligèrent un détail fatal. Ils avaient laissé la porte ouverte. Les cris attirèrent les voisins. Une foule curieuse commença à se rassembler dans le couloir, les murmures se transformant en clameurs. Le chaos éclata.
Tandis que son ami s'enfuyait par le couloir, Barnes se retrouva acculé. Sans autre issue, il sauta par la fenêtre. En bas, 3 policiers patrouillaient. Par une chance presque surnaturelle, il parvint à s'échapper avant d'être arrêté. Cet épisode ne le dissuada pas. Au contraire, dans les rues de Harlem, sa figure commençait à se distinguer, et non pas par ses coups réussis, mais par sa prestance. Contrairement aux autres garçons du quartier qui dilapidaient leur argent en drogue, l'héros investissait chaque dollar dans des vêtements coûteux, des chaussures italiennes et des costumes sur mesure. Son style flamboyant ne passa pas inaperçu. Un trafiquant local, connu sous le nom de Fat Herbie, le remarqua. Au-delà de son élégance, il perçut chez le roi une ambition peu commune et lui offrit du travail comme messager. Au début, les missions étaient simples, transporter de petits paquets d'héroïne entre quartiers. Mais à mesure que Barnes accomplissait chaque tâche avec efficacité et discrétion, Herbie commença à lui confier des missions plus risquées. Avec l'argent vinrent aussi les addictions. L'héroïne, mélangée à de la cocaïne pour un effet plus intense, devint sa routine quotidienne. Bientôt, même les paiements de Herbie ne suffirent plus. La nuit, Barnes cambriolait des voitures stationnées, cherchant tout objet de valeur à revendre pour financer sa consommation. La rue ne pardonne pas le désespoir. Lors d'un de ses vols, il fut arrêté. Le verdict, 3 ans et demi de prison. Mais la prison, de façon inattendue, devint son salut. Pendant l'année et demie qu'il passa derrière les barreaux, il réussit à se désintoxiquer. Et là, entre des murs de béton, il prit une décision qui marquerait son destin. Ne plus jamais consommer. Désormais, il se consacrerait exclusivement au commerce. À sa libération, il refusa de retravailler pour Fat Herbie. À la place, il forma son propre groupe avec des amis de confiance. Pour financer leur premier gros achat d'héroïne, ils n'hésitèrent pas à cambrioler des maisons, menaçant les occupants afin d'obtenir de l'argent et des objets de valeur. C'était le début de quelque chose de bien plus grand. Le groupe de Barnes ne connaissait pas de limites. À chaque vol, ils emportaient le moindre objet de valeur, des bijoux aux appareils électroménagers. Lors d'un assaut, ils allèrent même jusqu'à forcer une vieille dame à se défaire de son manteau de vison. Ce n'était pas de la cruauté, justifia plus tard Barnes. C'était du business. Ce vêtement pouvait financer notre premier gros achat. Avec le butin rassemblé et une nouvelle voiture pour se déplacer discrètement, ils passèrent à l'étape suivante. Trouver un fournisseur stable d'héroïne de qualité. L'objectif était clair, construire un commerce solide, et non un simple point de vente de rue. Barnes fonctionnait avec une discipline quasi militaire. Il ne stockait jamais la drogue chez lui plus longtemps que nécessaire. Chaque matin, il divisait l'héroïne en doses individuelles, les scellait dans de petits sachets, marqués d'un ruban adhésif noir, une signature distinctive qui devint rapidement synonyme de qualité à Harlem, et les cachait dans des lieux stratégiques pour que ses distributeurs viennent les récupérer. En tant qu'ex-toxicomane, il comprenait mieux que quiconque ce que ses clients recherchaient. Pureté, puissance et confiance dans le produit. Son héroïne était moins coupée que celle de la concurrence, ce qui la rendit célèbre rapidement. Les accros de toute la ville commencèrent à chercher. Le ruban noir, Barnes ne touchait déjà plus la rue. Il avait délégué la vente à un réseau de dealers et se déplaçait désormais accompagné d'un garde du corps, plus symbole de statut que réelle protection. Le jeune homme de Harlem devenait une figure de respect et d'envie. Mais alors que ses affaires prospéraient, la menace ne vint ni des rivaux ni de la police. Elle venait de son propre foyer. Son épouse, Nita, discutait de façon anodine avec une amie d'enfance, sans se douter que ce moment innocent déclencherait une chaîne d'événements fatals. Entre rires et souvenirs, l'amie demanda avec curiosité. « Est-il vrai que ton mari est ce Nicky Barnes? Tu crois qu'il pourrait me procurer un peu de poudre ?» Nita, qui n'ignorait pas l'origine de la fortune familiale, répondit sans trop réfléchir. La loyauté est un luxe rare dans le monde du crime, et Nicky Barnes allait le découvrir de la manière la plus douloureuse. Quelques jours après cette conversation, une équipe d'agents fit irruption dans son appartement. Ils fouillèrent chaque recoin, espérant trouver assez de drogue pour l'enfermer à vie. Mais Barnes, toujours prudent, ne stockait jamais d'héroïne chez lui. Pourtant, l'argent liquide, les balances,
et le matériel d'emballage ne laissaient aucun doute au procureur. Barnes était impliqué jusqu'au cou. Le verdict ne tarda pas. 5 ans de prison à la Green Haven Correctional Facility, non loin de Harlem. Ce qui semblait être un malheur devint une opportunité. Entre les murs de Green Haven, Barnes rencontra Matthew Madonna, membre de la famille mafieuse Lucchese, condamné à 20 ans pour meurtre. Madonna n'était pas un trafiquant ordinaire. Il faisait partie de l'engrenage de la French Connection, le réseau international qui, depuis Marseille, alimentait les États-Unis en héroïne. Le lien entre les deux hommes fut presque immédiat. Deux hommes issus de mondes différents, mais parlant le même langage, celui du trafic de drogue. Barnes partageait ses frustrations sur les risques de la vente dans la rue, tandis que Madonna lui révélait les secrets de la gestion mafieuse du trafic à grande échelle. La French Connection avait ses racines dans la France d'après-guerre. Dans le port de Marseille, les frères Guérini, parrains locaux, avaient conclu un accord impensable avec la CIA, en échange de leur aide pour briser les grèves communistes qui menaçaient les exportations vers l'Europe. Les mafieux reçurent de l'argent et des armes. Une fois leur pouvoir consolidé sur le port, ils commencèrent à importer de l'opium d'Indochine, à le transformer en héroïne et à l'exporter vers les États-Unis. Ce pacte entre gangsters et agences de renseignement ne réécrivit pas seulement les règles du crime organisé, il offrit aussi à Barnes une vision de la manière d'élever son empire au niveau supérieur. À Green Haven, tandis que la majorité des prisonniers se contentaient de compter les jours, Nicky Barnes élaborait un plan. À sa sortie, il ne serait plus un simple dealer de Harlem. Il aspirait à devenir l'architecte d'une organisation criminelle aussi efficace que la Cosa Nostra. À Green Haven, Barnes n'apprit pas seulement la French Connection, il apprit la valeur de la famille. Il observait avec une certaine jalousie comment les amis et parents de Matthew Madonna venaient lui rendre visite en groupe, amenant des enfants et de la nourriture maison, comme si le mafieux assistait à une réunion familiale et non à une incarcération en prison de haute sécurité. Le roi, en revanche, ne reçut aucune visite. Ce contraste le marqua profondément. Il comprit que la véritable force des Italiens ne résidait pas seulement dans l'argent ou la violence, mais dans leur loyauté inébranlable et leur capacité à agir comme une unité. Avant sa libération, Madonna lui fit une offre, devenir le partenaire chargé de distribuer son héroïne à Harlem. Barnes accepta sans hésiter. À sa sortie, Frank Madonna, le frère de Matthew, lui remit un demi-kilo d'héroïne et $2000 en liquide. Avec ce capital, Barnes acheta une voiture et loua un appartement discret qu'il transforma en sa première stash house. Frank ne se contentait pas de fournir la marchandise. Il donnait aussi des conseils stratégiques. Lorsqu'un dealer rival, Steve Austin, tenta de vendre sur les mêmes rues que Barnes, celui-ci était prêt à régler le conflit par les armes. Frank l'arrêta. Tes clients ne se soucient pas de savoir qui est le plus dur. Ce qui compte, c'est la qualité du produit. Et de ce côté, tu as déjà gagné. Ce fut une leçon de pragmatisme. Barnes céda le territoire et se déplaça vers un autre quartier. Rapidement, les toxicomanes suivirent la piste de son héroïne supérieure, forçant Austin à se retirer. Frank insista aussi sur une règle essentielle de survie. Barnes devait rester à l'écart de la drogue, ne pas la toucher, ne pas l'emballer. Tout devait être délégué. De la distribution à la sécurité, chaque tâche devait être confiée à des employés de confiance. Il imposa même un code interne. Ne jamais parler affaires au téléphone. Barnes était convaincu que la police écoutait chaque appel. Et il n'avait pas tort. C'était la naissance d'un nouveau type d'organisation criminelle à Harlem. Méticuleuse, efficace, implacable. La paranoïa de Barnes à propos des écoutes téléphoniques n'était pas infondée. En janvier 1965, la police intercepta une conversation entre Reggie, l'un de ses hommes de confiance, et un contact. Le téléphone de Reggie était sur écoute et la descente ne tarda pas. Barnes fut arrêté dans l'appartement de Reggie, où les agents trouvèrent de l'héroïne prête à être emballée. La saisie atteignait une valeur d'1 demi-million de dollars. C'était le coût que le procureur du Bronx et le Bureau fédéral des stupéfiants attendaient depuis des années. Malgré les efforts de ses avocats pour annuler l'arrestation en invoquant des écoutes illégales, le jury ne fut pas convaincu.
Le verdict. Coupable de possession de drogue. La sentence. 15 ans de prison à Green Haven. La même prison qu'il avait quittée à peine 3 ans plus tôt. Cette fois, Barnes trouva la prison différente. Il prit ses distances avec ses anciens contacts italiens, y compris les Madonna, et chercha de nouvelles influences. Il se rapprocha d'autres détenus afro-américains et commença à s'intéresser à l'histoire de l'Afrique et aux mouvements de résistance. À cette époque, la Nation of Islam gagnait en puissance dans les prisons américaines. Pour de nombreux hommes noirs, elle représentait une manière de revendiquer dignité et but dans un système qui les avait marginalisés depuis la naissance. Le roi adopta ses préceptes. Il renonça à la drogue, à l'alcool et même à la viande de porc. Il jura de ne plus jamais consommer. Sa transformation fut si profonde que même ses anciens alliés italiens la considéraient avec ironie. Mais à Green Haven, il y avait un Italien qui ne suivait pas les mêmes règles de séparation raciale. Joe Gallo, connu pour avoir défié la Cosa Nostra elle-même, devint un allié inattendu pour Barnes. Gallo, marginalisé par les autres mafieux, se rapprocha des détenus afro-américains et les défendit face aux hostilités. Au fil de conversations sur la littérature et la philosophie, naquit une amitié improbable. Gallo parlait de Sartre et de Machiavel, auteurs que Barnes commencerait à citer dans les années suivantes en construisant son propre héritage criminel. Entre les murs de Green Haven, les discussions entre le roi Barnes et Joe Gallo devinrent un rituel. Ils parlaient de tout, du pouvoir, de la loyauté et de littérature. Sartre, Machiavel et surtout l'idée que la fin justifie les moyens commencèrent à s'ancrer chez Barnes. Des rumeurs dans la prison suggéraient que Gallo, marginalisé par la Cosa Nostra, envisageait même de devenir le fournisseur d'héroïne de Barnes après sa libération. Mais cela ne fut jamais confirmé. Ce qui est certain, c'est que, selon certaines versions, Gallo aurait utilisé ses contacts pour que l'avocat de sa famille aide à libérer Barnes. Barnes, cependant, racontait une autre version. Des années plus tard, il affirmait que c'était lui-même qui avait découvert la faille juridique qui lui permit de sortir. Il passait des heures à la bibliothèque de la prison, lisant des revues de droit pénal, lorsqu'il tomba sur une affaire clé. Katz versus États-Unis. Charles Katz, un bookmaker, était surveillé par le FBI. Les agents avaient installé un micro dans une cabine téléphonique près de son appartement et enregistré ses conversations sans mandat. Bien que Katz ait été initialement condamné, sa défense fit appel, arguant que la 4e amendement de la Constitution, la protection contre les perquisitions et saisies abusives, avait été violée. La Cour suprême trancha en faveur de Katz. Elle détermina que même une cabine téléphonique constituait un espace privé protégé. Cette décision établit un précédent historique. Pour Barnes, cette découverte fut un coup de chance et le signe de son ingéniosité juridique croissante. Son avocat utilisa l'affaire Katz comme argument central dans l'appel. La stratégie fonctionna. Après avoir purgé moins de 4 ans sur une peine de 15, Barnes recouvra la liberté. Mais l'homme qui sortit de Green Haven n'était plus le même que celui qui y était entré. Il avait désormais un nouveau credo, une vision plus large et une ambition encore plus dangereuse. Nicky Barnes était prêt à reprendre Harlem. Et bien plus encore, en moins de 4 ans, Nicky Barnes sortit de prison transformé en un homme nouveau. Un homme avec un plan, inspiré par ses conversations avec Joe Gallo et les enseignements de la mafia italienne. Barnes imagina une structure criminelle qui éliminerait les rivalités de rue et fonctionnerait comme une véritable corporation. Ainsi naquit le Conseil. Un directoire composé de 7 hommes, tous jouissant de la confiance absolue de Barnes. Les membres, Joseph Hayden, Wallace Rice, Thomas Foreman, Ismaël Muhammad, Frank James, Guy Fisher et Barnes lui-même. Plusieurs étaient d'anciens toxicomanes qui, comme lui, avaient réussi à sortir de l'abîme pour se réinventer en entrepreneurs du crime. Le modèle était simple mais efficace. L'héroïne arrivait par l'intermédiaire des Italiens, qui laissaient des voitures chargées de jusqu'à 100 kilos de marchandises. Dans un parking de Manhattan, quelques jours plus tard, ils récupéraient la même voiture avec le coffre plein de billets. Chaque livraison coûtait à Barnes 5 millions de dollars.
La chaîne de production était efficace et impitoyable. La drogue était transportée dans des appartements loués, où des équipes de femmes travaillaient pendant 2 jours à emballer un 4 en 000 doses. Ensuite, une journée complète de nettoyage pour effacer toute trace. Chaque ouvrière recevait jusqu'à un 500 $ pour son travail. Un incitatif qui garantissait un silence absolu. Une seule dose, le New York Quarter, se vendait environ 70 $ dans la rue. Un lot complet pouvait rapporter jusqu'à 10 millions de dollars de bénéfices. Barnes appliqua des principes d'entreprise, contrôle de qualité, logistique impeccable et politique d'expansion agressive. Son produit, célèbre pour sa pureté, atteignit Baltimore, Philadelphie et même le Canada. Harlem devint son quartier général, mais son influence s'étendait comme une ombre sur toute la côte Est. Pour beaucoup, Barnes était un symbole de réussite. Pour d'autres, l'homme qui transforma un quartier déjà meurtri en un épicentre d'addiction et de désespoir. Au sommet de son empire, Nicky Barnes était plus qu'un homme. Il était une corporation, une marque, un mythe. Le conseil contrôlait chaque recoin de New York. Guy Fisher dominait le South Bronx. Ismael Muhammad, Frank James et Wallace Rice se partageaient l'East Side. Barnes et Joseph Hayden contrôlaient le cœur de Harlem. Chaque chef avait un suppléant, et chaque suppléant supervisait des dizaines de distributeurs intermédiaires. Chacun d'eux, à son tour, dirigeait au moins 40 vendeurs de rue. Le nombre total de personnes impliquées dans le réseau dépassait plusieurs milliers. Était 1973. Après avoir vendu 200 kilos d'héroïne, le conseil réalisa un bénéfice record, 20 millions de dollars. Bientôt, le commerce dépassa les frontières de New York. Des dealers de Baltimore, Philadelphie et Oakland se rendaient à Harlem pour s'approvisionner. En 1976, l'organisation pouvait déjà se qualifier d'internationale. Son héroïne arrivait même jusqu'au Canada. Barnes vivait comme un roi sans couronne. Costumes sur mesure, 300 au total. 50 manteaux de cuir, 100 paires de chaussures. Dans son garage, une Bentley, une Citroën SM, une Maserati, une Mercedes-Benz 300L, plusieurs Cadillacs et une Volvo jaune qu'il utilisait pour passer inaperçu. Mais le luxe avait un prix. Il savait que sa flotte de voitures attirerait l'attention du fisc. Alors, il créa un réseau de sociétés fictives qui, sur le papier, lui louait les véhicules à long terme. Tout n'était pas égoïsme. Barnes cultivait aussi une image de bienfaiteur. Il offrait des dindes à Thanksgiving, des cadeaux à Noël et de l'aide aux mères célibataires. Pendant les Harlem Weeks, il se pavanait comme un magnat fier de redonner quelque chose à sa communauté. Cependant, derrière cette prospérité apparente, Harlem s'effondrait. Entre 1970 et 1974, le nombre de toxicomanes à l'héroïne aux États-Unis doubla. Et Harlem était l'illustration la plus crue de cette statistique. Un quartier devenu ghetto, avec des familles brisées et des rues pleines de désespoir. Barnes justifiait cela avec froideur. Si ce n'était pas moi, ça aurait été un autre. Italien, latino. Et tu peux être sûr qu'aucun d'eux n'aurait rendu un seul centime à Harlem. Mais l'écho de son succès atteignit les plus hautes sphères. En 1971, le président Richard Nixon déclara à la Maison-Blanche « La toxicomanie est l'ennemi public numéro 1 des États-Unis ». Et dans la liste des cibles, Nicky Barnes occupait une place de choix. La toxicomanie est l'ennemi public numéro 1 des États-Unis. Avec ces mots, en 1971, le président Richard Nixon déclara la guerre au trafic de drogue. Une offensive totale. Mais tandis qu'à Washington, on élaborait des stratégies, à New York, la réalité était tout autre. Même les lois les plus sévères ne parvenaient pas à freiner la progression de l'héroïne. Le gouverneur Nelson Rockefeller proposa la solution la plus agressive jamais envisagée. La vente de seulement 2 onces d'héroïne, de cocaïne, de morphine, d'opium ou de marijuana entraînait entre 15 et 25 ans de prison. La possession de 4 onces ou plus, la même peine. Mais la main dure échoua. Les rues restaient inondées de poudre blanche.
et Barnes ne pouvait s'empêcher de rire de l'aveuglement apparent des autorités. Selon lui, le problème ne commençait pas dans les quartiers pauvres, mais au sein même des services de police. S'ils veulent vraiment en finir avec la drogue à New York, qu'ils arrêtent d'abord leurs détectives. Tout le monde sait que ce sont eux les vendeurs. Ils n'avaient pas tout à fait tort. En 1972, un scandale secoua la ville. Lors d'un inventaire dans un entrepôt de preuves policières, les agents découvrirent que des valises pleines d'héroïne, saisies une décennie plus tôt pendant l'enquête sur la French Connection, ne contenaient plus que de la farine et de l'amidon. Qui avait volé la drogue? Quand? Personne ne le sut jamais. Le seul suspect, le détective Joseph Nunziata, fut retrouvé mort dans sa voiture. La version officielle, suicide. Mais dans les rues de Harlem, un autre bruit courait. Nunziata avait été réduit au silence par une balle. Tandis que la police tentait de nettoyer sa propre maison, Nicky Barnes continuait d'élargir son empire, convaincu d'être intouchable. Mais son nom commençait à résonner au-delà de Harlem, attirant l'attention de la presse et du président Jimmy Carter. La main dure de Nelson Rockefeller alla encore plus loin. Depuis septembre 1973, tout trafiquant pris en flagrant délit risquait la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour beaucoup, y compris le maire de New York, John Lindsay, c'était excessif. À Harlem, on murmurait que c'était une conspiration contre les petits, les vendeurs de rue incapables de se défendre. La seule façon de calmer les critiques était d'arrêter un gros poisson, quelqu'un qui incarnerait les véritables requins du trafic. Et la presse fut l'arme choisie. Quelques jours après l'entrée en vigueur de la loi, The New Yorker publia un article intitulé « Les intouchables, 11 noms clés du trafic de drogue dans la ville ». Parmi eux, un se distingua de tous les autres, Nicky Barnes. À New York, certains paient pour apparaître en couverture d'un journal. Nous, on nous a publiés gratuitement. D'autres médias suivirent. Les gros titres étaient sensationnalistes, Nicky Barnes et la mafia noire. Certains journalistes allèrent jusqu'à inventer que Barnes était lié à des organisations terroristes comme l'Armée de libération symbionnaise. Barnes ne semblait pas affecté. En réalité, il savourait l'attention. Les journaux veulent vendre. Quelle couverture se vend le mieux? Un type élégant en costume de designer ou un dealer avec une tête que même sa mère ne supporte pas? Et ainsi, avec chaque article, chaque photo volée, naissait le mythe. Nicky Barnes n'était plus seulement un capot. Il était Mr. Untouchable. Août 1973. Nicky Barnes revenait de Détroit, où il avait rencontré son avocat. À son arrivée à New York, il s'attendait à trouver sa femme à l'aéroport. Mais elle n'était pas là. Inquiet, il l'appela. Il n'y a pas d'électricité dans l'immeuble, Nicky. L'ascenseur ne fonctionne pas. Je ne vais pas descendre 13 étages dans le noir avec un bébé dans les bras. Avec un calme étudié, Barnes la rassura. « Reste où tu es, chérie. Je prendrai un taxi et je serai bientôt à la maison. » Cette nuit-là, après avoir réconforté sa famille, il ressortit pour « affaire ». Mais en revenant le lendemain, l'enfer l'attendait. 15 policiers l'attendaient dans le hall de son immeuble. Sans un mot, ils lui passèrent les menottes et l'accompagnèrent jusqu'à son appartement du 13e étage. Les agents semblaient convaincus qu'ils découvriraient un laboratoire de drogue ou des piles d'argent cachées. À la place, ils trouvèrent l'épouse de Barnes, terrifiée, allaitant sa fille. La fouille commença. Chambre, tiroirs, meubles, tout fut inspecté. Finalement, un officier sortit de la chambre tenant un sac de voyage en cuir. En voyant la scène, Barnes sentit un nœud dans son estomac. « Ils vont me coller 1 ou 2 kilos d'héroïne dedans », pensa-t-il. Mais non. Le sac ne contenait que des documents et du linge sale. Le butin de la descente fut maigre. 5,0000 $ en liquide. Quelques armes légalement enregistrées. Et le mégot d'un joint oublié dans la salle de bain. Rien à voir avec la grande prise que les agents espéraient. Pendant que Barnes était à Détroit, la police avait cru qu'il s'était enfui vers les Caraïbes pour échapper à la loi Rockefeller. Ils avaient mis son téléphone sur écoute pendant des semaines, même la phrase utilisée pour rassurer sa femme, « Reste tranquille, chérie », fut interprétée comme un code secret. Quand les agents de surveillance le virent arriver en taxi, une valise à la main,
et monter les 13 étages à pied faute d'électricité, ils furent convaincus qu'ils cachaient quelque chose d'énorme. Mais la descente ne fut qu'un spectacle vide. Pour Barnes, c'était un signe. L'État, la police et les médias l'avaient transformé en cible. Et bien qu'il se sentît encore intouchable, les fissures commençaient à apparaître. Pour la police, chaque geste de Nicky Barnes était suspect. Son retour en taxi depuis l'aéroport, une mallette en cuir à la main, sa montée de 13 étages par les escaliers dans un immeuble sans électricité, tout semblait correspondre à l'image d'un capot qui venait d'apporter un chargement d'héroïne de France ou du Vietnam. Le chauffeur de taxi, interrogé de force, ne put calmer l'imagination des agents. À cette époque, la sécurité dans les aéroports était presque inexistante. Les courriers transportaient des drogues dans les bagages à main sans grande difficulté. Convaincus d'être sur le point de réaliser un grand coup, ils demandèrent un mandat de perquisition. Le juge, impressionné par le récit de la surveillance, l'accorda sans hésiter. Mais en entrant dans l'appartement, ils ne trouvèrent ni laboratoire ni cargaison. Seulement du linge sale, des documents et 5 000 dollars en liquide. 8 mois d'enquête, des centaines d'heures de surveillance et tout ce qu'ils trouvèrent fut le mégot d'un joint oublié dans la salle de bain. Pour Barnes, toute cette opération était pathétique. Dans ses mémoires, il se moqua des agents. Ils ont passé tellement de temps et d'argent à me suivre qu'à la fin, ils ont dû inventer quelque chose pour prouver à leur chef qu'il n'était pas inutile. La réalité était plus inquiétante. Dès lors, Barnes devint le centre d'un cercle invisible. Appels sur écoute. Voitures banalisées postées devant chez lui 24 heures sur 24. Un réseau d'indicateurs de rue. Chaque mouvement, chaque murmure était observé. Mais Nicky ne s'en inquiétait pas. Il continuait de conduire sa Maserati, de résider dans des appartements luxueux et de déclarer des revenus annuels ridiculement bas. À peine 3,000 dollars. Si tu conduis une voiture de 2,000 dollars et déclares un salaire d'employé de bureau, ne sois pas surpris quand l'IRS frappe à ta porte. Barnes semblait cependant plus préoccupé par le blanchiment d'argent que par les lois anti-drogue ou les agents à ses trousses. Aux yeux de beaucoup, il restait Mr. Intouchable. Mais la pression commençait à fissurer son monde parfait. Barnes avait retenu une leçon de l'histoire. Il ne voulait pas finir comme Al Capone, victime de la machine fiscale. Avec l'aide de son avocat, il élabora un plan pour que le système fiscal travaille en sa faveur. Par le biais de la Federal Housing Administration, FHA, une agence créée par Franklin D. Roosevelt pour faciliter l'accès au logement, Barnes commença à investir dans des projets immobiliers. Complexes résidentiels, immeubles entiers, chaque projet servait de façade parfaite pour blanchir des millions en liquide. Il bénéficiait même d'avantages fiscaux. Pendant la construction, il profitait d'une réduction d'impôt de 50%. Dans ces moments de rêverie, Barnes planifiait d'aller plus loin. Il écrivit dans ses mémoires « Mon rêve était de construire un gigantesque centre commercial à Harlem et une chaîne nationale de stations de lavage automatique. Cela m'aurait transformé de trafiquant en homme d'affaires respectable du jour au lendemain. » Mais un autre problème persistait, le flux constant d'argent liquide. Pour le résoudre, il se tourna vers une source inattendue, l'église locale qu'il fréquentait avec sa femme. Le directeur acceptait de garder son argent dans le fonds de dotation de la paroisse en échange d'une commission de 2%, un prix élevé, mais avec un avantage inestimable. Lorsqu'il avait besoin de payer une caution, aucun juge ne questionnait la provenance de l'argent. La réputation de l'Église était intouchable, mais même ses astuces financières les plus élaborées ne fonctionnaient pas toujours. Le 11 mai 1974, Barnes fut arrêté par la police sous suspicion de meurtre. Le juge fixa la caution à un 0,000 dollars. Le lendemain, le révérend de l'Église présenta la somme complète, mais le procureur du Bronx, Mario Merola, ne se laissa pas impressionner. Il convainquit le juge de rejeter le paiement et de maintenir Barnes en détention. Le procureur Mario Merola ne se contenta pas de garder Nicky Barnes derrière les barreaux. Il obtint du juge la convocation d'une audience pour interroger l'église locale sur l'origine des 1,000 dollars de la caution. Le recteur, nerveux, expliqua qu'il s'agissait de fonds paroissiaux.
Mais les registres financiers racontaient une autre histoire. Au moment de l'arrestation de Barnes, le compte de l'église ne contenait que 330 $. La caution fut refusée. Pendant près de 2 mois, l'équipe juridique de Barnes se battit pour sa libération. Finalement, son avocat présenta la somme nécessaire, arguant qu'elle provenait de ses investissements immobiliers. Mystère. Untouchable était libre à nouveau, mais la presse ne lâcha pas l'affaire. L'épisode ne ternit pas seulement sa réputation, il exposa également son réseau de blanchiment d'argent et donna au procureur de nouvelles pistes à explorer. Conscient que l'attention médiatique et policière rendait impossible ses réunions habituelles, Barnes envoya Guy Fisher comme émissaire auprès de Matthew Madonna. Mais la relation se détériora dès le départ. Selon Madonna, Fisher ne montra pas le respect attendu. Le conflit s'aggrava lorsque Fisher eut un accrochage avec 2 de ses petites dealers. Après avoir été arrêté et remis à la police avec l'argent et la marchandise, Fisher prit cela comme une insulte personnelle et, dans un accès de rage, les exécuta de sang-froid. Cela viola les règles du conseil. L'exécution de quelqu'un ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité et collectivement. Fisher avait agi seul, défiant l'autorité du groupe. Le 30 septembre 1974, Guy Fisher se rendait à une rencontre avec Madonna pour recevoir les clés d'une voiture chargée d'héroïne. Il transportait un 0,0000 $ en liquide. Mais en chemin, il commit une infraction routière. Contrôlé par la police, il présenta un faux permis de conduire. Les agents, de plus en plus soupçonneux, fouillèrent le véhicule et trouvèrent l'argent. Fisher, désespéré, tenta de les soudoyer. Il fut arrêté sur le champ et accusé de tentative de corruption. L'argent fut confisqué et Barnes dut couvrir la dette envers Madonna. Les tensions internes au sein du conseil augmentaient. L'arrogance de Fisher et ses décisions impulsives commençaient à coûter cher à toute l'organisation. Barnes réussit à faire sortir Fisher de prison et à régler la dette avec Matthew Madonna. Mais lorsque Fisher lui restitua l'argent, il manquait 5 000 $, une somme dérisoire pour un empire générant des millions, mais suffisante pour éveiller la méfiance de Nicky. Pourtant, à ce moment-là, il écarta ses soupçons. D'autres problèmes plus urgents demandaient son attention. Guy Fisher, avide de tourner la page de la rue, rêvait de devenir un homme d'affaires respectable. Tandis que Barnes élaborait des projets d'investissement calculés, Fisher s'obséda avec l'achat de l'Apollo Theater. L'Apollo avait été un temple de la musique afro-américaine au XXe siècle. Mais dans les années 70, il dépérissait dans l'oubli. Fisher voyait dans son acquisition non seulement un business, mais aussi un symbole, la renaissance culturelle de Harlem. Le théâtre était en vente aux enchères pour à peine un demi-million de $, et offrait des avantages fiscaux intéressants en tant que patrimoine historique. Pour Fisher, c'était l'occasion rêvée. Pour Barnes, un risque inutile. Alors que le conseil débattait de l'avenir de l'Apollo, une crise bien plus grave frappa leur organisation en 1976. Ils perdirent leur principal fournisseur, Matthew Madonna. Soudain, la chaîne d'approvisionnement qui soutenait leur empire se brisa. Désespéré de maintenir le flux d'héroïne, l'un des membres recommanda un nouveau fournisseur, un Mexicain nommé Bonito Cortina. Barnes autorisa l'achat d'une première cargaison pour 2,500 $. Mais le produit s'avéra désastreux, loin de la pureté de la Snow White de Marseille. L'héroïne mexicaine était d'une teinte brunâtre, de qualité inférieure et presque invendable sans un processus de raffinage supplémentaire. Le légendaire standard de qualité qui avait distingué Barnes commençait à s'effriter, et avec lui, la loyauté des petits dealers et clients de Harlem. Le conseil, désespéré de maintenir son empire à flot, n'eut d'autre choix que d'acheter l'héroïne mexicaine. Les subordonnés de Barnes passèrent des semaines à traiter le produit, tentant de transformer ces grumeaux sombres en poudre blanche. Mais dans les rues, la réputation du label de qualité de Barnes commençait à s'effondrer. Pendant ce temps, les procès s'accumulaient. Guy Fisher fut condamné à 1 an de prison pour sa tentative de corruption. Peu après, ce fut au tour de Barnes. 3 ans s'étaient écoulés depuis la perquisition dans son appartement, mais le parquet réussit à porter l'affaire en justice. La preuve vedette. Des chiens renifleurs. Selon les procureurs,
Les chiens avaient aboyé dans le garage où Barnes gardait ses voitures et dans son appartement, prouvant que de la drogue y avait été stockée. Pour impressionner le jury, les procureurs apportèrent 2 boîtes, l'une avec de l'héroïne et l'autre vide. Les chiens réagirent en aboyant devant celle contenant la drogue. L'avocat de Barnes, astucieux, demanda le retrait des boîtes et apporta les siennes. Lorsqu'il les présenta aux chiens, ceux-ci aboyèrent avec la même intensité. Le contenu, de simples comprimés d'aspirine. Une fois de plus, Mr. Untouchable ridiculisait la justice. Ce soir-là, Barnes dîna avec son avocat dans un restaurant italien, convaincu d'avoir gagné une autre bataille. Mais la célébration fut prématurée. L'héroïne mexicaine continuait à mal se vendre et l'organisation vacillait. Dans une tentative désespérée, Joseph Hayden affirma avoir trouvé un fournisseur miraculeux, un certain Lewis D., capable de fournir aussi bien un char Sherman que des tonnes d'héroïne à des prix ridiculement bas. Sans consulter le conseil, Hayden versa une avance pour 2 kilos d'héroïne. Pour Barnes, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Avancer de l'argent à un inconnu? Tu es fou? Décidé à gérer la situation en personne, Barnes se rendit à la rencontre avec Lewis D. Mais c'était un piège. Dans la nuit du 15 mars 1977, la police arrêta Barnes, Hayden, Fisher, encore en liberté conditionnelle, et plusieurs autres membres du conseil. Plus de 30 millions de dollars en liquide furent saisis. C'était le plus grand coup financier porté à l'organisation jusqu'alors. Le juge fixa une caution de 3,00000 dollars. Barnes, encore confiant, paya et assista à des réunions avec son avocat pour préparer sa défense. Mais cette fois, la marée tournait contre lui. La chute de Barnes s'accéléra grâce à un homme, Luis Diaz. Agent infiltré de la DEA, Diaz avait passé des années à s'introduire dans des familles mafieuses, vendant de petites quantités de drogue pour maintenir sa couverture. Ainsi, il parvint à approcher un associé de Joseph Hayden et, finalement, Hayden lui-même. Ce que Barnes ignorait, c'est que ces hommes, désireux de montrer leur autonomie et leur initiative, avaient confié à Diaz des détails cruciaux sur la structure de l'organisation. Chaque conversation, chaque secret devenait une munition pour le parquet. Alors que le filet se resserrait autour de lui, Barnes reçut un appel inattendu du rédacteur en chef du New York Times Magazine, Fred Ferretti. Il voulait l'inclure dans un article intitulé « Mr. Untouchable ». Il lui proposait même de poser pour la couverture. L'avocat de Barnes refusa la proposition. Avec le procès prévu dans quelques mois, il n'était pas prudent d'attirer davantage d'attention. Mais le magazine insista. Si Barnes n'acceptait pas, ils utiliseraient une photo de police prise la nuit de son arrestation. Barnes, toujours conscient de son image, céda. Il savait que les jurés potentiels verraient la revue et préférait être perçu comme un citoyen élégant plutôt que comme un criminel menotté. Il choisit un costume en denim clair, avec une cravate rouge, blanche et bleue, et posa les mains croisées, projetant modestie et dignité. Le 5 juin 1977, la couverture parut. Le titre était un défi direct. Voici Nicky Barnes. La police dit qu'il pourrait être le plus grand trafiquant de Harlem, mais peuvent-ils le prouver? Chaque matin, le président Jimmy Carter commençait sa journée en lisant la presse. En voyant la couverture, il aurait murmuré avec fureur. Si nous ne pouvons pas arrêter cet homme, c'est que quelque chose ne va vraiment pas dans notre système judiciaire. Ce jour-là, le procureur général des États-Unis reçut un ordre direct. Utiliser toutes les ressources nécessaires pour détruire Mr. Untouchable. La chasse avait commencé. Ce n'était plus une simple enquête. C'était une croisade présidentielle. L'ordre de Jimmy Carter était clair. Utiliser tous les moyens nécessaires pour enfermer Mr. Untouchable. Quelques mois plus tard, le verdict tomba comme un marteau. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour garantir la sécurité du procès, la Cour prit des mesures sans précédent. Le jury, composé de 15 personnes, fut le premier de l'histoire des États-Unis à rester complètement anonyme. Nom, adresse, âge et profession furent scellés. L'intouchable était tombé, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Au début, depuis sa cellule,
Barnes ne recevait que de bonnes nouvelles sur son organisation. Mais peu à peu, des rumeurs franchirent les barreaux. Le conseil se désintégrait. Guy Fischer avait abandonné l'achat de l'Apollo Theater, symbole de ses rêves de respectabilité. Puis, les mauvaises nouvelles devinrent personnelles. Lors d'une visite conjugale, sa femme Nita lui avoua avoir vu Fischer à un match de basket accompagné de Shemika, la maîtresse de Barnes. La trahison était impensable. Les règles du conseil étaient claires. Aucune relation avec les épouses ou amantes des autres membres. La sanction, la mort. Barnes, encore sans preuve, confronta Shemika dans la salle des visites de la prison. Elle nia tout. Il ne s'est rien passé entre Guy et moi, Nikki. Calmé pour l'instant, Barnes mit l'affaire en suspens. Mais 6 mois plus tard, en prison, il fit la connaissance de JJ, un membre du gang de Fischer. JJ lui raconta une histoire qui confirma ses pires soupçons. Durant ses 3 années de détention, Guy Fischer ne lui avait jamais rendu visite. Un autre membre, Bob, avait été libéré sur parole et réclama l'argent que le conseil devait lui verser pour chaque semaine passée en prison. Fischer refusa. Pire encore, la petite amie de Bob était devenue la nouvelle maîtresse de Guy. Avec un petit pot de vin, Barnes obtint les preuves définitives. Des photos de Shemika et Fischer ensemble, à des dîners, à des événements, et même en train de s'embrasser. Pour Nicky Barnes, la trahison n'était pas seulement personnelle. Elle était le signe que le code qu'il avait imposé était mort. Le conseil qu'il avait construit s'était transformé en nid de serpent. À ce moment-là, Mr. Untouchable prit une décision radicale. S'il lui tournait le dos, il ferait de même. Barnes était prêt à devenir le témoin vedette du gouvernement contre ses anciens frères d'armes. Depuis la salle de repos de la prison, Barnes passa plusieurs appels à d'anciens subordonnés. La réalité qu'il découvrit était dévastatrice. Les fournisseurs d'héroïne refusaient de travailler avec le conseil parce que Guy Fischer ne payait pas à temps. La qualité de la marchandise avait chuté en flèche et les petits dealers n'arrivaient pas à la vendre. Même ses propres avocats avaient cessé de recevoir des paiements, mais la confirmation finale arriva dans une enveloppe. À l'intérieur, des photos de Shemika et Fischer à dîner, à un match de basket, et sur l'une d'elles, en train de s'embrasser. Avec les images, une note anonyme de 5 mots qui changea tout. De l'agence antidrogue des États-Unis. Pendant des années, Barnes avait refusé les offres de coopération avec les autorités. Il avait toujours répondu par un non ferme et fier. Mais cette fois, tout était différent. Il se sentit trahi, abandonné, humilié. Comme le dit un journaliste, Mr. Untouchable était devenu Mr. Tell-All. Le 4 janvier 1983, Barnes comparaît devant un grand jury et révéla chaque crime commis par le Conseil depuis 1973. Il admit des accusations de trafic de drogue et sa participation à 4 meurtres. Son témoignage déclencha une série d'arrestations, dont celle de Guy Fischer le 10 mars de cette année-là. En août 1998, Nicky Barnes fut libéré de prison à l'âge de 64 ans grâce à l'intervention du procureur général Rudolph Giuliani, qui réussit à annuler sa peine de réclusion à perpétuité. Depuis, Barnes vécut sous le programme de protection des témoins, caché quelque part dans le Midwest. Le 18 juin 2012, le roi Nicky Barnes mourut d'un cancer. Son décès resta secret jusqu'à l'été 2019. L'histoire de Mr. Untouchable n'est pas une fable avec morale. Né dans un Harlem sans opportunité, forgé dans la violence et l'addiction, Barnes n'eut jamais réellement une autre vie à laquelle aspirer. Il n'inspire ni horreur ni pitié. Il fut aussi unique que le Harlem des années 70, un monde aujourd'hui disparu. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'ambition, de la trahison et du pouvoir. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains récits de crimes réels qui ont marqué l'histoire. Texte à l'écran, Mr. Untouchable, un homme, un mythe, une fin inévitable.